Bonjour à tous, je suis content d'être là pour vous présenter une introduction à la blockchain. Donc je vais commencer par me présenter très rapidement. Je m'appelle Guy Berenville, je suis back-end développeur chez Malt depuis plus de 6 mois maintenant. Alors je ne fais pas de la blockchain chez Malt, mais chez mon ancien employeur, j'en ai fait un petit peu. Alors je ne suis pas un spécialiste non plus, parce que le cas d'utilisation que j'ai mis en place chez mon ancien employeur reste assez simple. Mais bon, voilà, je suis passionné de la blockchain et je suis depuis plusieurs années ce qui se passe dans l'écosystème. C'est pour ça que j'aime bien en discuter avec des gens et puis expliquer comment ça se passe, comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais commencer par un petit disclaimer pour cadrer un peu cette présentation. Vous allez voir, ça va être très rapide. Ensuite, je vais vous raconter une histoire parce que c'est, je pense, une des meilleures manières pour comprendre comment ça fonctionne en essayant de se détacher un peu des détails techniques et sans rentrer dans des détails vraiment en profondeur. Donc on verra si ça fonctionne ou pas. Ensuite, on va aller un peu plus loin. On va voir les raisons pour lesquelles la blockchain a un réel potentiel et pourquoi on en parle très souvent. Et ensuite, je vais terminer par des cas d'utilisation qui, à la fois, qui sont utilisés aujourd'hui dans le monde réel par des grosses entreprises que vous connaissez, mais aussi d'autres cas qui sont un peu plus théoriques parce qu'ils sont plus difficiles à mettre en place et qui aujourd'hui sont beaucoup moins appliqués. Et on terminera par des questions si vous en avez. Donc le petit disclaimer, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui on va se concentrer sur ce que c'est la blockchain. On ne va pas parler de prix. On va pas parler de spéculation, on va pas parler de schémas pour devenir riche, comme vous allez pouvoir beaucoup en entendre parler sur Internet. On va pas non plus rentrer dans des détails techniques euh, très précis pour éviter justement de vous perdre, parce que c'est souvent dans ces moments-là où on donne beaucoup trop de détails et on n'arrive plus trop à se situer. Donc voilà. Donc on va faire une petite histoire d'un livre magique. Donc on commence par un petit village isolé. Donc imaginez quelque part un village isolé. Dans ce petit village, ils n'ont pas encore d'économie, ils n'ont pas d'argent physique, ils n'ont pas de carte bancaire, ni quoi que ce soit. Et c'est pourquoi ça devient un problème, parce qu'ils ont besoin de transférer de la valeur, euh, comme ça se passe dans le monde réel aujourd'hui, quoi, pour, euh, pour des tas de choses différentes, pour des achats de services, des achats de choses physiques, etc. Une particularité dans ce village, c'est qu'ils ne se font pas confiance. Alors, on ne sait pas pourquoi exactement ils ne se font pas confiance. Ils ne se haïssent pas non plus, mais le fait est que quand ils font des interactions entre eux, ils se méfient. Donc, c'est très important. On va le retenir pour le reste de l'histoire. Et donc, dans ce petit village, ils vont créer un livre magique. Qu'est-ce qui là comme particularité ce livre, c'est qu'il est ouvert, tout le monde peut voir ce qui se passe, ce qui s'est écrit dans ce livre depuis le tout début du livre, donc dès la première page. Ce livre est partagé magiquement dans toutes les maisons du village. C'est pourquoi il est un peu magique, parce que c'est pas possible dans le monde réel de faire ce genre de choses. Et dans ce livre, on stocke les comptes de chaque habitant. On va dire que dès le départ, dans la première page de ce livre-là, on va donner la même somme
d'argent. Alors c'est un argent différent, mais on va donner la même somme de tokens à toutes les personnes de ce village. Dès le départ, et on a un responsable qui a le rôle de d'écrire dans ce livre. Il n'y a que lui qui a le droit d'écrire sur cette page précisément. Les autres n'ont pas le droit. À ce moment-là, il y a une personne de ce village qui s'appelle Cathy, qui veut donner de l'argent à Bob. Donc, c'est un peu le rôle de ce livre. Donc, Peter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par vérifier l'identité de Cathy. C'est très important parce que si c'est pas la bonne personne, Peter va lui dire non, tu n'as pas le droit d'écrire ça dans le livre. C'est pas ton argent, je veux pas savoir. Ensuite, il va vérifier que Cathy a assez d'argent. Donc ça, c'est assez facile parce que dans le livre, on peut retracer exactement tout ce qui s'est passé avec l'argent de Cathy. Donc il va recommencer depuis la page numéro 1 et il va vérifier que cet argent, Cathy l'a bien à ce moment-là. Ensuite, il va écrire cette ligne dans le livre en disant que bah voilà, Cathy a donné 10 argent à Bob. À ce moment-là, Cathy n'a plus cet argent. Ça, c'est aussi très important parce que quand on regarde sur Internet, par exemple, quand on envoie un mail à une personne, quand on donne un film ou une musique à quelqu'un, cette musique, vous l'avez toujours. Parce que c'est une copie qu'on envoie à la personne qui est en face de nous. Alors que dans ce livre-là, quand on donne de l'argent à quelqu'un, cet argent-là, on l'a plus du tout. Donc voilà, ça se passe comme ça tout au long de la semaine. Chaque personne qui a besoin d'envoyer de l'argent à quelqu'un vient voir Peter et Peter écrit cette ligne-là dans le livre. Ensuite, à la fin de la semaine, Peter signe la page. Quand il signe la page, cette signature est reliée à toutes les lignes qui sont écrites dans la page. C'est-à-dire que si on modifie une de ces lignes, la signature n'est plus valide. Et donc la page entière n'est plus valide. À ce moment-là, plus personne ne peut donc modifier cette page. Elle est figée. Chaque personne du village a pour rôle aussi de vérifier le travail de Peter. Parce qu'on lui a demandé de faire ce travail-là. Vu qu'ils se font pas confiance, chaque personne vérifie le travail des autres. Et à la fin de la semaine, donc, si Peter a bien fait son travail, on donne de l'argent à Peter pour le récompenser de son travail. Parce que ça reste quand même du travail de vérifier l'identité des personnes et d'écrire tout ça dans un livre. Et donc la semaine d'après, une autre personne est responsable d'écrire dans ce livre. Et ça continue à chaque page. Donc maintenant, on va faire le parallèle avec la blockchain, avec ce qui se passe réellement derrière la blockchain. Dans notre histoire, je vous ai parlé d'une identité. Donc ça, c'est très important que ce soit dans la vie réelle ou n'importe quand, dans la blockchain particulièrement, c'est que chaque personne a une identité propre et il faut pouvoir vérifier cette identité. Donc, sur la blockchain, ça se passe comment? Chaque personne a deux clés. Une clé privée et une clé publique. Qu'est-ce que c'est des clés privées et des clés publiques? C'est simplement un fichier texte qui sont utilisés pour pouvoir interagir avec la blockchain. Comme son nom l'indique, la clé privée, on la garde pour soi. Il ne faut jamais la partager. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir prouver qui on est sur la blockchain.
Ensuite, dans l'histoire, on a une page sur laquelle Peter écrit chaque transaction. Comment ça se passe dans la blockchain? En fait, c'est un bloc. Dans chaque bloc, on a toute une liste de transactions. Et à la fin du bloc, on a aussi une signature qui est faite par le responsable du créateur du bloc. Et donc, toutes ces pages-là forment un livre. Et en fait, chaque page sont liées les unes aux autres. C'est un peu la même chose dans la blockchain. Chaque bloc est lié au bloc précédent. Et ça, c'est aussi une notion très importante. Pourquoi? Parce qu'à chaque bloc, je vous ai dit que le créateur du bloc signe la création du bloc. Et à ce moment-là, plus rien ne peut changer dans ce bloc-là. Et vu qu'on relie ce bloc au bloc suivant, ça veut dire que on ne peut plus modifier ce bloc ni les blocs d'avant. Si on essaye de modifier un des blocs qui existait dans le passé, tous les blocs d'après ne sont plus valides. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle la blockchain a une très forte valeur ajoutée. C'est justement cette notion qu'on ne peut plus modifier les données qui sont dans la blockchain. Autre chose, je vous ai dit que dans ce petit village, ils ne se faisaient pas confiance. C'est un peu la même chose dans la blockchain. On ne connaît pas les personnes avec qui forcément on interagit. Et c'est un peu l'intérêt aussi de la blockchain, c'est qu'on permet à des personnes qui ne se font pas confiance, qui habitent à l'autre bout du monde, qui ne se connaissent pas forcément, de pouvoir interagir. Et ça, c'est super puissant parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui existe et qui permettent de faire ça au final. Je vous ai dit aussi qu'il y avait une personne responsable d'écrire sur cette page toutes les semaines. En fait, en réalité, dans la blockchain, c'est pas une seule personne qui est responsable d'écrire un bloc, c'est des milliers de mineurs qui travaillent. Alors, on appelle ça des mineurs. En fait, c'est des ordinateurs qui font des calculs partout dans le monde et qui sont en compétition pour écrire le prochain bloc. Pourquoi ils sont en compétition? Parce qu'ils doivent résoudre un problème mathématique pour pouvoir construire le prochain bloc. Et le premier mineur qui arrive à trouver la solution à ce problème mathématique l'envoie sur Internet. Et du coup, c'est lui qui a gagné cette compétition pour ce bloc-là. Et tous les mineurs passent au calcul du bloc suivant. Alors oui, je prends la question en avance. C'est possible d'avoir deux mineurs qui calculent le même bloc au même moment. Mais dans le protocole de la blockchain, on a un processus automatique pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Ce qui se passe globalement, c'est que il y a deux mineurs qui calculent le bloc. La moitié des mineurs essayent de prendre ce bloc et de calculer le bloc suivant, la moitié de l'autre côté. Et ça se résout automatiquement parce qu'il y a forcément d'un côté qui a plus de puissance de calcul et du coup qui est plus rapide. Et voilà, donc c'est la chaîne la plus longue qui l'emporte. Ensuite, bon, c'est ce que je disais, ouais, il y a une personne qui est désignée d'un côté, mais que de l'autre côté, ils sont en compétition permanente. Alors, les concepts clés par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est que la blockchain est distribuée. Chaque personne a une copie localement de la blockchain. Par rapport à l'histoire, je vous disais que ce livre était partagé magiquement chez chaque personne. En fait, la blockchain, on a chacun une copie
de la blockchain pour pouvoir vérifier ce qui s'y passe en fait. Attends, Oui, pardon, excuse-moi Guibert, tu as des questions en fait sur la petite colonne de conversation et une personne demande si on peut revenir 30 secondes sur la slide d'avant. celle-là. C'est celle-ci? Ouais, je pense que c'était celle-ci et t'avais des questions. Je vois qu'il y a 3 personnes qui ont levé la main. Voilà, je te laisse du coup répondre à cette question parce que je ne pourrais pas. Celle d'après, du coup. Ok. Oui, parce que je suis rentré plus dans les détails à Ok. ce niveau-là. Euh, Est-ce qu'il y a une limite de... Non, il n'y a pas de limite. On ne sait pas le nombre de personnes qui sont en compétition à l'heure actuelle, en fait. N'importe qui peut arriver et venir avec son ordinateur essayer de résoudre ce problème mathématique et d'être récompensé par de l'argent sur la blockchain. Qu'est-ce qui est écrit dans la clé publique de chaque personne? En fait, c'est ce qui se passe dans le chiffrement. Par exemple, dans le chiffrement GPG, on a une clé privée et une clé publique. La clé privée, elle sert à chiffrer ce que vous avez envie de chiffrer. Par exemple, un message, vous pouvez chiffrer un message envoyé sur la blockchain. Euh, et la clé publique, elle sert un peu comme une adresse. Et elle sert aussi à signer les blocs. Ouais, ça, c'est une très bonne question aussi. D'évaluation de répercussions environnementales. Je voulais en parler rapidement à la fin. Alors, il n'y a pas toutes les blockchains qui fonctionnent de cette manière-là, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de gaspillage énergétique, parce que chaque ordinateur fait le même calcul au même moment, et c'est pas très rentable à la fin, mais il y a des blockchains qui aujourd'hui fonctionnent différemment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une personne qui est désignée comme étant la personne responsable de calculer le bloc suivant. Et ça permet de ne pas gaspiller de l'énergie et d'avoir besoin d'une puissance de calcul beaucoup plus petite. Comment on se connecte à une blockchain? En fait, ça dépend des protocoles, mais globalement, c'est du peer-to-peer. On se met sur Internet à écouter ce qui se passe et ça se connecte à d'autres nœuds sur la blockchain. Et il y a beaucoup de questions. Peut-on avoir un exemple concret de blockchain? Vous avez tous entendu parler de Bitcoin. Donc ça, c'est la plus grosse blockchain, celle qui existe depuis le plus longtemps. Mais si vous recherchez un peu sur Internet, il y en a des milliers des blockchains en fait. Et celles qui sont les plus connues, donc c'est Bitcoin. La deuxième, c'est Ethereum. C'est celle-là dont je vais vous parler juste après, et qui permet de faire beaucoup plus de choses. Je suis désolé parce qu'il y a, il y a quand même beaucoup de questions. Je vais les garder peut-être plus pour la fin. Je vais continuer. Ça va peut-être aussi vous aider il y aura peut-être des réponses aussi dans la suite. Je, je reviendrai vers vous. Désolé. Du coup, donc je vous ai dit que c'était transparent, tout le monde voit ce qui se passe. Ça, c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, on a besoin de pouvoir vérifier ce que chacun fait. Et donc, on voit exactement ce qui se passe tout le temps. Et il y a aussi la notion d'immutabilité. Ça, c'est peut-être la chose la plus utile aujourd'hui, c'est que personne ne peut changer le passé.
Et donc ça permet plein d'applications différentes. Et c'est ce que j'ai utilisé globalement chez mon ancien employeur. C'est pour prouver que une action s'est passée à un moment donné. Et étant donné que je l'ai envoyé sur la blockchain, globalement c'est un peu ce qui s'est passé. Je l'ai envoyé sur la blockchain à un instant donné et plus personne ne peut modifier ça, ni même moi. Donc, il est juste à vérifier que ça a bien été envoyé à ce moment-là. Voilà. Et donc, dernier concept clé, c'est pas de confiance. Plus besoin de se faire confiance. Et ça, quand on regarde dans le monde réel aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui existent à cause de ça, en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui font les intermédiaires entre des personnes, entre d'autres entreprises, parce que ces personnes ne peuvent pas ou ne savent pas comment se faire confiance. Et donc, il y a ces intermédiaires qui sont là et qui ont comme valeur ajoutée justement d'aider à la confiance entre ces personnes et ces entreprises. Souvent, quand on regarde sur Internet, on parle de décentralisé. Quand on parle de blockchain, en réalité, c'est un abus de langage parce que c'est pas vraiment décentralisé. Quand on regarde un peu du côté gauche, par exemple, on a un système centralisé. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui partout dans le monde. Quand on regarde une banque, elle a ses serveurs dans un endroit donné. Et donc, si on supprime ces serveurs-là, et ben plus personne ne peut faire, enfin, le système ne fonctionne plus en fait. Tout ce qui est relié à ces serveurs, le système entier ne fonctionne plus. Quand on parle de décentralisé, ça veut dire qu'on a plusieurs points centraux. Par exemple, on peut se dire que cette banque-là, en fait, elle n'a pas un seul serveur, elle a des serveurs dans le monde entier. Mais du coup, quand on est en France, on utilise le serveur français, par exemple. Si pour une raison ou pour une autre, on supprime le serveur français qui est en haut à gauche, toute la France est déconnectée du système et ça reste un problème. Alors, et ça, c'est une architecture décentralisée. Et la blockchain, c'est pas décentralisé, c'est distribué. Pourquoi c'est distribué? Ça veut dire que chaque nœud est relié à plusieurs nœuds. Et du coup, si un des nœuds, donc un des points qui est dans le dessin là, est supprimé du schéma, le système entier continue à fonctionner. C'est juste que le nœud en question, lui, ne fait plus partie du réseau et pourra revenir plus tard s'il arrive à se reconnecter. Mais ça n'a pas d'incidence sur le réseau entier au final. Voilà, alors maintenant on va aller un peu plus loin, parce que là pour l'instant je suis resté encore assez... j'ai pas donné beaucoup de détails et je suis resté sur le cas d'utilisation le plus commun, le transfert d'argent. Mais on peut faire beaucoup plus de choses et c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse au final. Mais ça, on en entend beaucoup, beaucoup moins parler. Alors, si je vous dis que Peter peut interagir avec un programme vivant dans la blockchain, alors ça, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Alors, j'imagine que parmi vous, il y a beaucoup, beaucoup de développeurs aussi. Donc, c'est plus facile pour vous d'avoir un peu ce concept-là. Mais quand on dit ça à quelqu'un qui n'est pas développeur, ils ont un peu du mal à comprendre ce concept-là. Et on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire que ce programme, lui, peut aussi interagir avec d'autres programmes. Et chaque programme change un état dans son programme et fait des transferts d'argent potentiels, etc. On peut imaginer plein de choses. Je ne vais pas expliquer en détail comment ça se passe. Je vais
plus vous donner je vais donner plus de détails dans l'histoire de tout à l'heure. On peut imaginer que dans ce village-là, il y a deux personnes, Roger et Michel, qui veulent parier. Parier sur peu importe, sur un match de foot, disons. Et Roger parie sur une équipe et Michel sur l'autre. Ils mettent la même somme d'argent. Si Roger gagne, il gagne l'argent de Michel, et au contraire, Michel gagne l'argent de Roger. Si il y a un match nul, bah, chacun récupère son argent. Personne n'a gagné au final. Comment ça se passe? On va reprendre le livre de tout à l'heure et on va écrire une ligne dans ce livre. On va dire, au-delà d'envoyer de l'argent à quelqu'un, on écrit le pari en question dans ce livre. Et en fait, cette ligne-là dans le livre, on peut la considérer comme si c'était un programme. Pourquoi un programme? Parce que elle a des variables et elle a des comportements différents selon le résultat du match au final. Ce programme-là, il a la responsabilité de donner de l'argent aux gagnants et de rendre l'argent en cas de match nul. Et ça, c'est important parce que à partir du moment où on écrit cette ligne dans le livre, on ne peut plus revenir dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre le résultat du match pour que l'argent soit envoyé au bon endroit par rapport au résultat. Et il n'y a personne qui peut venir pour essayer de voler cet argent, pour essayer de la détourner, pour dire ah mais au final on a changé d'avis au dernier moment ou parce qu'on a vu que qu'il s'est passé un truc et qu'on allait perdre, donc plus personne ne peut revenir là-dessus. Et on n'a plus besoin d'intermédiaire parce que en fait l'intermédiaire c'est le livre, c'est pas une personne, c'est un truc automatique au final. Donc voilà. Je sais que c'est pas forcément facile à comprendre tout ça, mais on peut s'imaginer des tas de choses. Alors les programmes qu'on peut mettre dans la blockchain, ils restent assez simples et on essaye justement de ne pas mettre des trucs trop compliqués. Pourquoi? Parce que justement, si on met des trucs très compliqués et qu'on commence à manipuler beaucoup d'argent, si jamais il y a un bug, parce qu'il y a forcément des bugs dans ce que les développeurs écrivent, j'en suis un, donc je sais ce que c'est. Et ben, il y a beaucoup d'argent à risque en fait. Et il peut y avoir quelqu'un qui trouve cette faille et puis qui détourne l'argent qui sont dans ces programmes. Voilà, maintenant je vais vous parler un peu des cas d'utilisation. Ça va peut-être vous donner des idées de du potentiel de ce qu'on peut faire avec ces programmes au final. Le premier cas d'utilisation, c'est celui que tout le monde connaît, c'est le transfert d'argent. Le GIF en question, je l'aime beaucoup parce que enfin, il est très imagé parce qu'on voit de l'argent qui part d'une main, qui passe par une banque, et en fait cette banque, elle en mange un morceau, elle en récupère une partie. Alors ça, on le voit pas forcément, on le voit beaucoup plus dans les transferts internationaux. Parce que quand on fait ces transferts-là, il y a toujours des frais qui peuvent aller très haut. Avec la blockchain, on a aussi des frais parce que quand on envoie une transaction, en fait, on paye un peu le mineur pour qu'il écrive cette ligne. Mais ces frais sont beaucoup plus bas. Et ces frais dépendent aussi de la blockchain. Sur certaines blockchains, c'est plus cher que d'autres. Mais généralement, c'est beaucoup plus bas que les banques, parce que les banques, généralement, elles prennent un pourcentage, alors que sur le blockchain, peu importe la somme qui est envoyée, les frais restent à peu près les mêmes. Un autre cas d'utilisation, alors celui-là beaucoup plus théorique,
mais on parle souvent de vote électronique. Pourquoi? Parce que on parle aussi très souvent de falsification des votes. On n'a jamais de preuve que notre vote a été vraiment pris en compte, etc. Alors c'est un gros débat, hein, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais s'il y avait un système qui arriverait à nous prouver que notre vote est comptabilisé et que à la fois personne a pu voir avec qui j'ai voté, pourquoi. À ce moment-là, ça serait très puissant et ça permettrait de faire un vrai vote électronique. Parce que les votes électroniques qui existent aujourd'hui restent avec beaucoup de débats parce que justement les gens disent que c'est encore plus facile potentiellement de falsifier ces votes et qu'il y a des machines qui forcent à voter pour certains candidats, etc. Alors, grâce à la blockchain, on peut avoir ce système-là. Je vous ai dit que tout était transparent. Il y a aussi des mécanismes pour cacher certaines choses. Je vous laisserai regarder. Généralement, on parle de zero knowledge. C'est encore un concept compliqué qui permet de prouver qu'on a fait une action sans vraiment donner l'action en question. Donc ça pourrait être une présentation à part entière. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Et ça reste aussi une application théorique aujourd'hui parce que ça n'a pas été encore mis en œuvre. Ensuite, un dernier cas d'utilisation, et celui-ci, c'est peut-être celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est l'amélioration des chaînes d'approvisionnement. Quand on cherche sur Internet, en anglais, c'est supply chain. Comment la blockchain peut aider à améliorer ça? D'abord, pour augmenter la transparence de bout en bout. Ça, on a du mal à s'en rendre compte, mais au final, dans les chaînes d'approvisionnement, il y a énormément d'intermédiaires et au final, les gens qui sont dans cette chaîne ne connaissent pas la moitié des gens qui participent à cette chaîne. Et ce manque de transparence est problématique parce que ça fait perdre énormément de temps. Si jamais il y a un problème à un morceau de la chaîne, c'est très difficile de communiquer sur toute la chaîne. Voilà. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, je ne suis pas non plus un spécialiste de chaînes d'approvisionnement, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir sur Internet. Donc, grâce à ça, on peut améliorer l'efficacité. Justement, on perd beaucoup moins de temps au niveau de la communication, au niveau du stockage des données, au niveau si on combine ça à l'IoT, on pourrait avoir des trucs automatiques qui envoient ces infos sur une blockchain et ces infos sont accessibles à tous les participants de la chaîne d'approvisionnement. Ça peut réduire les coûts aussi parce que chaque point de la chaîne d'approvisionnement en fait a son système d'information et ça c'est normal. Mais il y a beaucoup de temps et de process qui sont mis en place justement pour essayer d'interconnecter tous ces points de la chaîne et ça coûte énormément d'argent, ça coûte énormément de temps et donc de l'argent. Avoir un suivi plus précis, prouver l'origine de chaque chose dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, ça reste une amélioration, c'est pas une preuve à toute épreuve, parce que forcément, j'imagine qu'il y a moyen de détourner le système. Mais ça reste une grosse amélioration parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas zéro preuve d'origine, mais presque en fait. Quand on
quand on y pense, tout ce qu'on achète, en fait, on fait confiance au magasin pour prouver que ce qu'on achète, c'est vraiment ce qu'on veut acheter. Alors qu'avec la blockchain, on pourrait très bien avoir un calcul, une info qui nous permettrait de remonter à l'origine de vraiment de ce qu'on achète, quoi. Et à toutes puis à d'autres infos de toute la chaîne d'approvisionnement. On peut aussi prouver la qualité. Ça, c'est très important parce que j'ai pu le voir aussi dans les systèmes qui existent actuellement. Il y a un suivi de la température. Donc ça dépend aussi des choses qu'on essaye de transporter. Mais dans l'alimentaire, par exemple, c'est très important d'avoir une température précise et en dessous d'un certain seuil, etc. Et que si on dépasse ces seuils-là, la qualité de ces produits en sont affectés. Et du coup, ils ont mis en place un système qui est connecté à des thermomètres, qui est connecté aussi à des systèmes GPS aussi pour vérifier que les conditions de transport sont correctes et que du coup, si jamais elles ne sont pas correctes, ça puisse remonter à tous les points de la chaîne au final. Pour prouver aussi la conformité, pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de législation un peu partout. On peut imaginer par exemple les médicaments. Les médicaments sont très cadrés et c'est normal. Et si on arrive à prouver la conformité des médicaments en amont et de centraliser un peu tous ces certificats dans une blockchain, on peut gagner aussi énormément de temps. Et on peut remonter aussi très facilement à ces responsables de conformité très rapidement. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, ça réduit le risque de contrefaçon, mais ça le supprime pas entièrement. Et ces systèmes-là, c'est une combinaison avec de l'IoT qui sont connectés à des blockchains qui envoient les informations en direct sur la blockchain. Du coup, bon, par exemple, nous, en tant que consommateurs, on pourrait avoir des informations en détail. D'ailleurs, on a de plus en plus d'informations aujourd'hui, de plus en plus de détails. Je ne sais pas comment ça fonctionne, en tout cas, leur système derrière, mais on pourra en avoir encore beaucoup plus. J'ai vu passer une question tout à l'heure très rapidement. Quels sont les systèmes, quelles sont les entreprises qui utilisent des blockchains pour leur chaîne d'approvisionnement. Alors il y a Walmart qui, ça fait plusieurs années maintenant, qui ont commencé à utiliser, à tester la blockchain sur leur chaîne d'approvisionnement de viande de porc, apparemment. Alors ils ont dû aller beaucoup plus loin. Je n'ai pas regardé en détail, mais en tout cas, c'est une grosse entreprise et ça fait des années qu'ils l'utilisent. J'ai vu aussi Alibaba qui ont commencé à l'utiliser aujourd'hui. J'ai mis IBM parce que eux, ils développent des solutions qui utilisent la blockchain. Et puis vous allez pouvoir voir sur le slide suivant, ils ont même fait une pub de leur système en expliquant que à chaque étape, c'est important d'envoyer les informations dans un endroit et qu'à chaque étape, il peut y avoir des problèmes. Voilà, il peut y avoir des problèmes de contamination. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des problèmes de température sur certains produits, que derrière, il y a des impacts sociaux, il y a des impacts légaux. Parce que si jamais il y a des problèmes de compliance, c'est un maillon de la chaîne qui a la responsabilité et qui est coupable d'avoir fait des négligences ou ce genre de choses. Et puis justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette histoire de contrefaçon. Donc tout ça aide
Ça aide à améliorer la chaîne d'approvisionnement sur des tas d'aspects différents au final. Ensuite, ouais, voilà, le dernier cas d'utilisation est celui-là. Je pense pas qu'il va arriver du jour au lendemain parce que c'est un truc qui permet aux voitures autonomes d'être encore plus autonomes et d'être encore plus intelligents. Là, je vous ai mis directement le projet en question qui s'appelle projet Oken, qui est euh, avec le constructeur automobile Toyota, donc tout le monde connaît. Mais il y en a d'autres, des projets. J'ai vu Volkswagen qui travaillait avec la blockchain IOTA. Il y en a, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que la blockchain peut faire pour les voitures autonomes? En fait, elle va permettre de connecter cette voiture autonome à la blockchain et grâce à ça, la voiture elle va pouvoir payer automatiquement pour se recharger. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on en est peut-être encore loin, mais on peut imaginer une voiture autonome intelligente et qui pourrait voir, tiens, je suis pas très bien chargé et qu'elle aille automatiquement se recharger parce que il existe des systèmes de rechargement sans contact. Contrairement aux voitures électriques qu'on connaît aujourd'hui, qu'il faut effectivement brancher physiquement. Elle pourrait aussi payer automatiquement au péage. Avant même d'arriver au péage, donc en amont, elle peut payer et puis le péage s'ouvrirait automatiquement sans interaction humaine. Et quand je dis que c'est la voiture qui paye, c'est vraiment la voiture qui a l'argent sur son portefeuille et qui fait toutes ces opérations-là elle-même en fait. Après, je ne dis pas que ce portefeuille n'est pas alimenté par des personnes, mais en tout cas, c'est elle qui est vraiment responsable de tout ça. Elle pourrait aussi payer pour les parkings et ce genre de choses. Et là aussi, hein, on peut aller encore plus loin. Et il y a des choses, il y a des projets qui, même le projet Oken d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire, pour permettre de facturer aux autres utilisateurs, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une économie de partage. On a une voiture, et d'ailleurs c'est un peu ce que Tesla veut faire, c'est-à-dire que on partagerait cette voiture et la voiture facturerait automatiquement à l'utilisation, au trajet qu'elle fait avec l'utilisateur en question, euh, de manière autonome, sans avoir besoin de personne. Et tout ça sans intermédiaire. Et donc elle est plus intelligente. Pourquoi? Parce que en fait, ces voitures-là, elles sont interconnectées. On peut imaginer que toutes les voitures Toyota qu'on voit dans les rues soient interconnectées à la même blockchain. Et du coup, chaque voiture permettrait d'enrichir cet écosystème, ce réseau-là. Voilà, donc ça c'est aussi encore un autre cas d'utilisation, on pourrait en parler très longuement. Je vous laisse regarder, ils ont des vidéos super où ils expliquent ce qu'ils ont fait. Ce projet-là, hein, ils ont commencé par hacker des Tesla et ensuite c'est Toyota qui les ont pris sous leurs ailes, donc ça c'est top. Oui, j'ai mis aussi un coût d'infrastructure réduit parce qu'il n'y a pas de serveur central qui permet de relier toutes ces voitures entre elles en fait. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il me semble que je vous en avais beaucoup. Euh, on doit faire attention aux données personnelles. Oui, effectivement. C'est un peu les problèmes qui existent aujourd'hui avec les entreprises. Parce que on a justement cette transparence dans la blockchain qui pose problème parce qu'on ne peut pas envoyer n'importe quelle donnée sur la blockchain. Mais il y a des systèmes qui sont mis en place justement pour arriver à mettre des données
un peu comme ce qu'on fait dans certaines entreprises pour la RGPD, c'est-à-dire qu'on met des données anonymisées ou alors des données chiffrées qu'on peut déchiffrer uniquement nous pour pouvoir justement aller un peu plus loin. Est-ce qu'une blockchain est forcément publique? Non. Il existe des blockchains comme Zcash ou Monero qui permettent de faire des transferts d'argent sans savoir à qui, enfin, sans savoir exactement les transactions qui se passent dans la blockchain. En fait, on sait qu'il se passe des choses, on sait combien on a d'argent dans notre portefeuille, on sait quand quand on gagne de l'argent, quand quelqu'un nous envoie de l'argent, mais les autres personnes du réseau ne le voient pas. Et ça pose problème aussi au gouvernement parce que ça permet justement de faire du blanchiment d'argent beaucoup plus facilement. Il y a vraiment beaucoup de questions. Est-ce que chaque action est obligatoirement rattachée à un acteur identifiable? Effectivement, chaque action, alors je parle vraiment des blockchains publiques cette fois-ci. Chaque action est reliée à un acteur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au final, c'est une adresse. L'adresse, on dit qu'elle est pseudo-anonyme. Pourquoi? Parce que quand on voit l'adresse comme ça, on ne sait pas qui c'est réellement derrière, mais il y a des systèmes qui permettent de donner son identité via des adresses de type de type comme malt.com par exemple. On peut avoir des adresses, on pourrait avoir une adresse par exemple malt.et pour Ethereum pour identifier que notre adresse fait ces actions là, mais on dit aussi que c'est pseudo-anonyme parce que ces adresses-là, elles sont reliées à des échanges avec de l'argent réel. Du coup, ces échanges-là, ils ont des problématiques de compliance très poussées et ils savent que cette adresse est utilisée par telle personne. Et généralement, c'est ce point d'entrée-là qui permet de savoir ce qui se passe et ce que font les gens avec leur argent derrière, quoi. L'enregistrement, je ne sais pas, Camille, comment il va être partagé? Alors, l'enregistrement, je l'ai mis un peu plus haut. Il sera partagé sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Ok, ouais, parfait. Voilà. Quels langages sont utilisés? Alors, sur Ethereum, il y a plusieurs langages. Il y a un langage qui se rapproche du JavaScript qui s'appelle Solidity. Il y en a d'autres qui sont moins utilisés, qui s'appellent Viper. Il y a des blockchains qui utilisent des langages qui existent déjà, comme le Java, le C, il me semble. Mais ça reste des blockchains qui sont moins utilisés. La blockchain la plus utilisée pour faire des smart contracts, donc des programmes intelligents, reste Ethereum. Donc il faut quand même apprendre un langage qui est différent de ceux qu'on connaît actuellement. Et ça reste aussi un écosystème différent parce que contrairement au développement actuel, il y a cette histoire de thread quand on développe. Là, c'est différent. Il y a des transactions qui se passent un peu à tout moment. Et il faut imaginer plein de scénarios avec des appels différents dans les programmes. Et ça, c'est une manière de réfléchir différent. Ouais. Expliquer la blockchain à un enfant en une phrase, c'est très difficile. Et justement, je pense que j'expliquerai un peu de la même manière avec ce livre, mais en donnant encore un peu moins de détails. Mais c'est super compliqué à expliquer. Quelles applications de la blockchain peuvent être envisagées dans l'industrie du sport?
Dans l'industrie du sport, je ne sais pas exactement, on pourrait imaginer. Alors, c'est plus pour le matériel, justement, pour, pour prouver la qualité du matériel, pour prouver les. Il y a aussi l'histoire de droits d'auteur. Alors, je ne sais pas si on pourrait appliquer les droits d'auteur aux, aux performances dans le sport. C'est vrai que le sport, c'est pas forcément un des écosystèmes que j'ai pu voir dans les cas d'utilisation, mais il y a sûrement des choses à creuser. Quel est le temps coût pour mettre en place une blockchain dans un projet grosse maille? Ça coûte beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que des développeurs blockchain, il y en a très peu. C'est un nouveau écosystème. C'est une nouvelle manière de penser et souvent les gens veulent faire des projets et en fait leurs projets ne collent pas à la technologie, ils veulent juste faire de la blockchain pour la blockchain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on interagit avec la blockchain, on paye des frais et ces frais-là sont encore plus chers quand on envoie un programme sur la blockchain parce qu'on envoie du code le code doit être interprété et du coup quand on dit interprété ça veut dire qu'on on loue un peu cette puissance de calcul sur la blockchain et donc ça la puissance de calcul ça coûte cher c'est pour ça que dès qu'on a des programmes compliqués ça peut revenir très 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 cher. Est-ce qu'il y a des banques qui acceptent la blockchain? Il y a beaucoup de banques qui essayent de lutter contre ça. Il y a eu des études justement. En France, il y a beaucoup de banques qui bloquent les transferts d'argent pour les gens qui essayent d'acheter des crypto-monnaies en disant qu'ils essayent de protéger leurs utilisateurs. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de protection. Moi, je ne le prends pas vraiment comme une protection, mais plutôt comme une censure. Mais bon. Il y a des études. Si vous regardez sur Internet, je ne sais plus, il me semble que c'est CryptoFR sur Twitter qui ont fait des études sur différentes banques et ils ont pu noter un peu les banques selon leur, à leur manière d'interagir avec cet écosystème-là. Alors, vous pourrez regarder. La traçabilité des contrôles, ouais, c'est vrai, la traçabilité des contrôles antidopage, par exemple, c'est un très, très bon exemple. L'industrie du sport, les paris en ligne, ça c'est ouais, je l'ai pris comme exemple tout à l'heure. Les paris en ligne, c'est pas uniquement que pour le sport, mais globalement beaucoup pour le sport, effectivement. Et ça, pour le coup, il y a des applications, il me semble, qui font ça. Alors, le problème, c'est qu'ils se tapent des problèmes de législation parce que c'est très, 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 très régulé, les paris, et ça reste problématique derrière. Pourquoi le nombre de blocs est limité? Non, le nombre de blocs n'est pas limité. Les 21 millions en Bitcoin, c'est pas 21 millions de blocs, c'est 21 millions de Bitcoin. En fait, dans chaque bloc, on a des échanges, on a des, des mouvements de Bitcoin. Et dans chaque bloc, on génère des nouveaux Bitcoins qui sont donnés au mineur qui a créé le bloc. Ce qui est limité, c'est le nombre de transactions dans un bloc pour éviter de surcharger le bloc. Et c'est ça qui pose problème au niveau aujourd'hui de la scalabilité des blockchains parce qu'on peut pas, enfin, on a atteint la limite du nombre de transactions par seconde dans les blockchains les plus grosses. Et du coup, on peut pas utiliser encore plus ces blockchains-là. Et c'est pourquoi il y a des blockchains qui essayent de trouver des solutions comme la blockchain Ethereum
Je parle beaucoup de cette blockchain parce que c'est celle-là qui m'intéresse le plus, c'est celle-là que je connais le plus. Mais effectivement, Bitcoin, c'est pas fait pour faire ce genre de programme-là. Donc voilà. Oui, pourquoi pas. Pour la phrase pour les enfants. Comment les transactions et les contrats précis deviennent des problèmes mathématiques. Les problèmes mathématiques, en fait, on prend un groupement de transactions et le problème mathématique, il est dans le protocole. C'est-à-dire qu'on on veut, que beaucoup d'ordinateurs non, je ne veux pas dire ce mot-là. On veut que beaucoup d'ordinateurs calculent au même moment les mêmes choses pour participer à l'effort de sécurisation de la blockchain. C'est-à-dire que si beaucoup d'ordinateurs calculent la même chose au même moment, on prouve aussi en même temps qu'il y a beaucoup de gens qui participent au réseau. Et plus il y a de gens qui participent au réseau, plus c'est difficile de casser ce réseau-là, en fait. Parce qu'on peut s'imaginer qu'au tout départ, il y avait qu'une seule personne dans le réseau Bitcoin. Et au final, c'était pas sécurisé. Pourquoi? Parce que si il y a deux nouvelles personnes qui arrivent dans ce réseau, elles font faire des calculs en même temps et elles vont pouvoir essayer de, de faire des malversations dans cette blockchain-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont plus de puissance de calcul que le reste du réseau. C'est pour ça qu'on dit que plus il y a de gens qui participent au réseau, plus il y a de puissance de calcul et plus la blockchain est sécurisée. Tu parles de payer à chaque interaction au sein de la blockchain. On paye à qui? On paye au mineur qui crée, qui crée le bloc, qui prend la transaction qu'on essaye d'envoyer sur la blockchain, qui la met dans un bloc. Et pour que justement ce mineur-là prenne notre transaction, parce qu'il n'est pas obligé de la prendre au final. S'il ne la prend pas, ce sera un autre mineur qui le fait. Mais si on le paye un peu, il va dire bon, ok, donne-moi ton argent et je le rajoute à la blockchain. Blockchain est-elle une entité au même titre que Facebook? Non. Justement, il n'y a personne derrière la blockchain. Tout le monde est un participant et chaque personne en plus participe à faire grossir cette blockchain et à faire grossir son potentiel. Mais il n'y a pas d'entreprise derrière. Alors derrière certaines blockchains, il y a un groupement de développeurs généralement qui font évoluer cette blockchain-là. Les gens ont tendance à dire que ces développeurs-là ont plus de puissance parce que c'est eux qui décident du futur de la blockchain. C'est pas forcément faux, mais l'écosystème de la blockchain a la possibilité de refuser ces évolutions et donc de repousser ces développeurs-là. C'est un peu la différence entre la blockchain et les écosystèmes actuels, quand il y a une grosse entreprise derrière, quoi. Pour le Bitcoin, il paraît que la quantité de Bitcoin est limitée. Oui, c'est 21 millions de Bitcoin. Ça veut dire qu'un jour, les mineurs ne gagneront plus rien pour trouver de nouveaux blocs. Effectivement, en fait, tous les 4 ans, la récompense aux mineurs est divisée par 2. Cette année, il va y avoir justement cet événement-là qui s'appelle le halvening, qui divise par 2 la récompense. Le but étant d'arriver un jour à n'avoir plus de récompense automatique dans les blocs. Le protocole est fait de telle sorte pour que à la fin, ça soit justement uniquement les frais de chaque transaction qui font partie du bloc qui paieront le mineur. Ça reste à prouver, ça pour le coup, c'est à débat. Moi, j'y crois pas forcément et c'est pour ça que
Je suis sceptique avec Bitcoin, justement à cause de ça et à cause de leur système qui gaspille énormément de puissance de calcul. Mais ça, on verra dans le futur. En fait, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais en tout cas, on est censé pouvoir continuer à avoir des blocs. Le nombre de blocs ne s'arrêtera jamais. Le principe d'enchaînement présenté sur Tromposti. Le principe d'enchaînement présenté dans l'exemple de supply chain se transpose-t-il aujourd'hui, au moins avec une vue théorique, dans des activités du secteur public? Pourquoi pas, oui. Alors, comme exemple, j'ai en tête l'Estonie en Europe qui a développé un système, leur gouvernement est connecté à une blockchain. Ils ont une gestion d'identité via la blockchain. Donc, j'imagine qu'ils ont énormément de cas d'utilisation. Ce serait intéressant de voir exactement ce qu'ils font, mais je pense qu'il y a des tas de choses à faire dans le secteur public. Oui. Effectivement, c'est pas l'intérêt des banques, la blockchain. En fait, dès le départ, quand Bitcoin a été créé, c'était justement pendant la crise de 2008. La grosse motivation était justement de se séparer des banques qui, pour le coup, ont, ont comme valeur ajoutée justement d'être un intermédiaire entre deux personnes, entre deux entreprises. Alors, est-ce qu'on va vraiment se séparer des banques un jour? Pas forcément, mais en tout cas, elles seront beaucoup moins puissantes qu'aujourd'hui, et en tout cas, on peut que le souhaiter. Enfin, ça dépend des points de vue. Blockchain dans la santé, oui, ça existe. Il y a des cas d'utilisation. J'ai pas poussé mes recherches dans cet écosystème-là, mais j'ai vu des choses, des projets qui existent. Pour justement, on peut imaginer avoir toutes nos infos de santé dans une blockchain, et du coup, on pourrait justement permettre à un certain docteur d'avoir accès à ces informations-là, mais uniquement les informations nécessaires. Et ça permettrait aussi de ne pas avoir des problèmes de transmission d'informations entre les différentes personnes, entre les différents médecins, j'imagine. Après, il y a des tas de choses. Il y a aussi pour les médicaments. Franchement, le secteur de la santé, je pense que c'est un très très bon exemple. Pourquoi miner? Quel est l'intérêt de cette activité? Parce en fait, c'est un investissement miner. Ça coûte de l'énergie, donc ça coûte de l'électricité. C'est un peu ça le problème en France. Je pense que ça coûte trop cher en France de miner, parce que il faut déjà acheter des ordinateurs dont on a des mineurs, quoi. Ça coûte très cher parce qu'il en faut beaucoup pour pouvoir avoir une puissance de calcul minimale pour miner pour que ça soit rentable. Et c'est un peu ça le problème. Il faut faire des calculs pour savoir avec le matériel qu'on a, avec le prix de l'électricité, est-ce que c'est rentable ou pas. Ethereum V2, justement, oui. Oui, oui. Ça, c'est un protocole qui va changer. Ethereum, c'est la deuxième blockchain la plus grosse, la plus utilisée ils vont changer énormément de choses dans Ethereum V2 justement pour avoir plus de capacité de transactions par seconde, pour changer le système, pour gaspiller moins d'énergie, donc être plus écolo-friendly. En tout cas, moi, je crois beaucoup à ce projet-là. Alors, on verra comment ça se passe. Il y a d'autres blockchains qui existent. Il y a beaucoup de compétition. On verra comment ça se passe. Miner, c'est augmenter la sécurisation des transactions. Oui, oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Ouais.
Blockchain, c'est donc de l'open source, oui. Alors, il me semble que la plupart des blockchains sont sur GitHub. Après, pour pouvoir lire le code source, c'est pas forcément simple. Du coup, comment est-ce qu'on crée du Bitcoin outre les taxes de transaction? Dans chaque bloc, on crée des nouveaux Bitcoins en fait. Ça veut dire que tous les anciens Bitcoins naviguent dans les transactions entre les différents acteurs de la blockchain. Quand on crée un bloc, on crée des nouveaux Bitcoins. Et donc, à chaque nouveau bloc, il y a des nouveaux Bitcoins en circulation. Où passe l'argent transféré si les comptes bancaires ne sont pas reliés à la blockchain? Les comptes bancaires ne sont pas reliés à la blockchain directement, ils sont reliés à des échanges, un peu comme à la bourse au final. On envoie de l'argent à un endroit, un échange qui récupère des bitcoins d'un côté c'est l'offre, c'est de l'offre et de l'achat en fait, de l'achat et de la vente le prix évolue et du coup nous on peut ramener des bitcoins, en vendre à quelqu'un d'autre qui en achète et c'est pour ça que les prix sont très volatiles parce que la loi de l'achat et de la vente évolue au cours du temps selon la, voilà, selon plein euh, de paramètres différents. Où passe l'argent transféré si les comptes bancaires ne sont pas... ouais, j'ai répondu. On parle bien que des blockchains publiques. Oui, et j'ai principalement parlé des blockchains publiques, mais effectivement, il y a aussi des systèmes de blockchain privés utilisés justement par des banques globalement. C'est parce que les banques, ils ont des problématiques justement d'interconnexion avec d'autres banques du monde entier. Et le principe, c'est de connecter directement toutes ces banques à une blockchain qui, pour le coup, n'est pas visible depuis l'extérieur. Et c'est différent parce qu'on n'a pas les mêmes clés, les mêmes points clés que les blockchains publiques, mais en tout cas, c'est un autre cas d'utilisation. Et ça, pour le coup, je pourrais aussi faire une autre présentation uniquement pour comprendre ce que c'est les différences entre les blockchains publiques et privées. Est-ce qu'on pourrait comparer la blockchain à une entité sans tête? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Quelle blockchain ne gaspille pas l'énergie? Alors, aujourd'hui, les plus grosses blockchains qui existent sont tous un peu dans ce schéma-là de gaspillage d'énergie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a Ethereum qui est en train d'étudier justement des solutions et normalement cette année ou l'année prochaine, il devrait y avoir un passage vers un protocole qui gaspille beaucoup moins d'énergie. J'ai pas forcément de nom d'autres blockchains qui le font, mais il y en a, je sais qu'il y en a qui le font, il me semble que Cardano le fait. Après, je ne veux pas non plus faire de la pub des plus petites blockchains parce que plus les blockchains sont petites, moins elles sont sécurisées. Système république. Les banques devront s'adapter effectivement. Mais elles le font, les banques s'adaptent. C'est juste qu'elles font de la résistance au changement pour essayer de repousser l'échéance au maximum, et ça, on peut le comprendre. Mais en tout cas, oui, ça ne sera pas pour demain. C'est incroyable d'avoir créé un concept comme la blockchain au XXIe siècle quand le concept n'est pas écologique. Effectivement, quand la blockchain a été lancée, j'imagine qu'ils n'avaient pas forcément en tête
la puissance de calcul qui allait être gaspillée. Parce qu'après, ça a été ultra compétitif. Ils ont fait des études très poussées. Il y a Intel qui a lancé une puce exprès pour ça. Ce genre de choses. Et du coup, c'est devenu facile de faire de ces calculs-là. Et donc de gaspiller beaucoup de. Mais ces questions-là, elles arrivent aujourd'hui beaucoup. On entend beaucoup plus parler et c'est bien. C'est très très bien. Mais c'était pas la même problématique qu'il y a quelques années. Est-ce que la blockchain sera disponible dans toutes les banques du monde? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a quelques banques qui permettent d'acheter directement des tokens, des bitcoins, des Ethereum. Par exemple, moi je suis chez Revolut, alors, qui permet de le faire. Alors ils prennent énormément de frais aussi à côté, hein. Mais le but, c'est justement d'avoir que ça soit plus facile aux utilisateurs d'acheter de l'argent sur la blockchain pour que ça soit utilisé plus facilement. Est-ce que la blockchain sera disponible dans toutes les banques? Ah oui, mais ça j'ai déjà répondu, mais surtout dans les pays en voie de développement. Et il y a des projets justement pour permettre aux pays en voie de développement de pouvoir utiliser les blockchains et aider ces pays-là. Moi, j'ai en tête un projet que je suivais depuis très longtemps qui s'appelle Omisco. Et leur ligne, c'est de comment on peut dire ça en français? En fait, c'est de rendre accessibles les transactions aux gens qui n'ont pas de banque. Parce que quand on regarde dans le monde entier, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas de banque. Et quand tu n'as pas de banque, c'est très difficile de rentrer dans le système au final. Pour développer une application décentralisée pour un grand groupe, ça dépend vraiment du projet derrière en fait. Moi, quand j'étais dans mon ancien employeur, j'ai poussé la blockchain Ethereum, donc c'est celle qu'on a utilisée. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, il y a des problèmes de scalabilité du nombre de transactions. Et ça, pour des tas de projets, c'est un gros problème. Et ça peut être un truc très 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 bloquant, et ça, je peux le comprendre. Après, il y a plein d'autres projets qui existent, mais qui sont moins sécurisés, qui permettent on appelle ça des sidechains, qui permettent d'être connectés à la blockchain Ethereum, mais pas entièrement, ça permet de faire plus de transactions. Il y a plein de projets de ce genre-là. Omisego, justement, il permet de faire. Il y a Loom qui permet de faire ça, mais il me semble qu'il y a beaucoup de jeux qui sont connectés là-dessus. Un projet, tout ça, c'est des blockchains 100% publics. Alors après, il y a aussi la blockchain. Enfin, c'est pas une blockchain, c'est un ledger décentralisé d'IBM. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Mince. Mais si vous cherchez sur internet IBM blockchain, c'est mince. IBM Ledger. Hyperledger, voilà, c'est ça. Hyperledger, ça peut être aussi utilisé dans les grosses entreprises pour faire des applications, et on peut faire aussi un mix des deux. Si la puissance de calcul peut être globalisée pour être utilisée individuellement, disparition des data centers. Effectivement, il y a un projet lyonnais justement
qui permet d'utiliser de la puissance de calcul via la blockchain pour faire des calculs scientifiques, pour faire des tas de calculs, pour faire du chiffrement, pour des tas de choses qui s'appellent iExec. Si vous voulez, vous pourrez regarder. Et justement, on peut imaginer des tas de choses. On peut imaginer héberger des sites sans passer par AWS, ce genre de choses. Tu n'es pas pardon, tu n'es pas prioritaire, non, c'est propriétaire des crypto-monnaies que tu achètes sur Revolut. Effectivement, sur Revolut, tu peux acheter, tu peux faire comment dire, de la spéculation sur Revolut, mais effectivement, tu peux pas sortir tes crypto-monnaies. Et ça, pour le coup, c'est un gros problème. Je suis pas sûr qu'ils le fassent un jour. Microcrédit, ça existe déjà. Ça s'appelle. Ah mince. Décentralisé. DeFi, ça s'appelle Decentralized Finance. Si vous cherchez sur Internet, DeFi Ethereum, pour le coup. Hop. L'avenir de la blockchain en français. Ça, c'est un gros cas d'utilisation aussi. Ça permet de faire des microcrédits. Ça permet de faire des tas de choses. Je vous laisserai regarder. Moi, je me suis pas forcément intéressé à ça, mais je sais que ça existe et je sais que c'est un truc qui pousse beaucoup en ce moment. Hyperledger Fabric, ouais, c'est ça. Pour le déploiement d'une app décentralisée, si on a utilisé Edcom, comment ça se passe? Pour le déploiement, et en fait, c'est une transaction au final. C'est une transaction bien particulière et c'est cette transaction-là ce type de transaction-là qui n'existe pas sur Bitcoin. C'est une transaction où on envoie du code sur la blockchain et ça coûte de l'argent parce qu'en fait, plus le code est long, plus on doit stocker justement ce code-là dans la blockchain et plus ça coûte cher. Mais ça reste une transaction particulière, quoi. CFD, je connais pas CFD. Qu'est-ce que CFD? Ouais, c'est un concept en bourse. Contrat de différence. Je sais pas. Quelle est l'alternative si le code est très long? Bah, soit d'utiliser des sidechains. Mais globalement, si le code est très long, c'est dangereux parce que quand on veut faire des programmes sur la blockchain, il faut vraiment penser à auditer son code. Ça, c'est une étape obligatoire sur la blockchain et il vaut mieux même l'auditer plusieurs fois avant de l'envoyer sur la blockchain. Et il y a des tas de gens qui négligent justement cette étape-là. Et globalement, la plupart du temps, ils essayent de simplifier au maximum le code. Et je pense qu'une des meilleures manières de faire à l'heure actuelle, c'est d'y aller progressivement, de mettre quelques petites choses dans la blockchain tout en gardant une part de centralisé. C'est obligatoire pour moi aujourd'hui pour soit le cas d'utilisation est très simple dès le départ et là pour le coup on peut le décentraliser totalement, soit on le fait incrémentalement. Il y a tellement à faire exactement. C'est un peu, mais ça me fait plaisir parce que du coup c'est un peu justement mon but avec cette présentation là, c'est de parler un peu des choses qu'on ne parle
pas en règle générale quand on fait le buzz sur la blockchain. On parle beaucoup du prix, on parle de tas de choses qui sont pas forcément c'est pas forcément les choses les plus intéressantes et en tant que développeur, c'est ce qui le plus intéressant justement, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit et de voir le potentiel, le réel potentiel de tout ce qui peut se passer derrière. Donc merci. Est-ce que tu peux nous envoyer de la documentation pour le déploiement via Ethereum? Je peux faire ça, oui. Je peux faire ça. Mais pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses si on cherche sur Ethereum. Je ne sais plus comment il s'appelle le site. Mais je chercherai ça et je le mettrai sur Twitter si vous voulez. Je vous mets mon handle sur Twitter. C'est Bob Killa. Je vous mettrai un peu de doc pour vous alimenter. De rien, de rien. Ben, merci à vous. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Yes. Parfait. Effectivement, on va fermer parce que j'ai peur que ça coupe. On pose juste la question de ton Twitter, Guibert. Ouais, je l'ai mis sur le chat. C'est @bobkilla, BOBKILLA. Nickel. Et ben, merci à tous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et toi aussi, Guibert, bon après-midi. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.